Alors bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va entamer un algorithme d'ordonnancement qui s'appelle le Shortest Remaining Time First, qui est la version primitive de l'algorithme d'ordonnancement Shortest Job First. Alors, lorsqu'on parle de primitif, ça veut dire elle détient le processeur. Alors, pour le détenir, bien sûr, selon l'algorithmique Shortest Remaining Time First, il détient la durée d'exécution la plus petite, tout en comparant le processus qui est en cours d'exécution à cet instant et les processus qui sont déjà dans la file d'attente ou bien à l'état prêt. Alors, je vous invite à voir avec moi un exercice d'application qui présente le principe de cet algorithme d'ordonnancement. Alors donc, on se base ici avec un système monoprocesseur, avec le tableau de contrôle qui s'étale entre P1 et P5, avec la date d'arrivée et la durée d'exécution. Alors on va commencer par dessiner, bien sûr, le diagramme de Gantt associé pour le SRTF, calculer le temps de séjour, le temps d'attente et le temps de réponse. Et dans la troisième question, on va déduire les moyennes de ces trois variables de temps. Alors, je vous invite, comme d'habitude, à voir avec moi cette illustration. Donc, on divise notre écran selon trois vues. La vue selon le table ou bien la table processus ou bien tableau de contrôle et la file d'attente et le traçage au fur et à mesure de notre diagramme de Gantt. Alors, à l'instant t égale à 0, on a l'arrivée seulement du processus P1. Alors, on va l'exécuter une unité de temps, bien sûr. À l'instant t égale à 2, on a l'arrivée du processus P2 avec une durée d'exécution qui est égale à 6. Mais bien sûr, le P1, il lui reste juste 1. Alors, selon la logique du SRTF, on va continuer à exécuter dans le processeur le processus P1 et on remet à l'étape près ou bien dans la file d'attente notre processus P2. Alors là, donc, à l'instant t égale à 3, on constate bien que le P1 est là terminé, sa durée d'exécution globale. Alors, on le barre une fois pour toutes. C'est bien, alléluia. Alors, donc, le P2 qui était à l'état prêt, il va passer à l'état exécution, à l'état actif au niveau processeur. Alors, donc, le P2 va s'exécuter une unité de temps de 3 jusqu'à 4, d'après le diagramme de Gantt associé, d'après ce que vous voyez. Mais à l'instant t égale à 4, on a l'arrivée du processus P3. Alors le P3, il détient 4 unités de temps et P2 lui reste 5. Alors selon la logique de notre SRTF, bien sûr, on va retirer le P2 du processeur, on le remet dans la file d'attente et on remet à sa place le P3, n'est-ce pas? Alors, on va exécuter le P3 directement. Donc là, il faut toujours faire attention à ces changements ou bien ces commutations de contexte selon le cours qu'on a déjà entamé dans la gestion processus. Donc là, pour le P3, on a pu exécuter deux unités dans le temps. Donc entre l'instant t égale à 4 jusqu'à l'instant t égale à 6 et le P2, bien entendu, il est dans l'état prêt. Alors, donc là, on a pu arriver à l'instant t égale à 6. Alors, à l'instant t égale à 6, on a l'arrivée, bien entendu, du processus P4, n'est-ce pas? Alors, avec une durée d'exécution qui est égale à 5. Alors, donc l'arrivée du P4 avec 5 unités et P3, il lui reste une seule unité. Alors, selon la logique, le P3 va continuer à s'exécuter pendant ce laps de temps, une unité de temps pour la terminer. Donc, pour terminer les 4 unités d'exécution globale. Alors, donc, c'est normal. Et on met le P4 en état prêt. Alors, donc là, on constate que le P3, elle a pu exécuter 4 unités de temps jusqu'à l'instant t égale à 8. Alors,
et P2, il lui reste 5, P4, il lui reste 5, hein, et on a à l'arrivée T égale à 8, on a l'arrivée, selon le tableau de contrôle, du processus P5, n'est-ce pas? Alors, avec deux unités. Alors, selon la logique du SRTF, on va prendre P5 et on va le mettre dans le processeur. Et on va mettre les deux autres qui sont P2 et P4 dans la file d'attente. Alors regardez bien, donc on va plus ou moins exécuter le P5 et on remet le P2 et le P4 dans la file d'attente parce qu'il détient une durée d'exécution qui est très petite. Alors voilà, donc on a le P5 qui s'étale sur deux unités, donc entre 8 et 10, on l'a terminé, c'est très bien, alors que P4 et P2, ils sont à l'état près en rouge. Alors directement, donc à l'instant T égale à 10, hein, donc là, le P5, il a terminé son exécution totale à deux unités. Donc, il libère le processeur. Donc, on a, dans cet instant-là, P2, il lui reste 5, alors que P4 aussi, il lui reste 5. Donc, ça, c'est un cas spécial. Alors, on va procéder pour solutionner ça sur la notion de FIFO first in, first out entre P2 et P4. Donc P2 qui a pu s'exécuter en premier et P4 il n'a pas pu encore s'exécuter. Alors on prend l'exécution de P2 et on laisse le P4 dans la file d'attente ou bien dans l'état prêt. Alors, donc d'après le diagramme de Gantt, on va faire avancer ou bien donc commuter de l'état prêt à l'état actif. Donc d'après le diagramme de Gantt ici, donc pour le P2, on va l'exécuter 5 unités de temps, donc de 10 jusqu'à 5, c'est 15, alors que P4 il est en train d'attendre. Et à partir du T égale à 15, qu'est-ce qu'on va faire? On va exécuter P4 qui reste avec 5 unités de temps, donc de 15 jusqu'à 20. Et c'est là on a terminé l'exécution globale de tous les processus qu'on a dans notre tableau de contrôle. Donc ça, c'est la logique de traçage du diagramme de Gantt selon le SRTF ou bien Shortest Remaining Time First. Alors, pour bien concrétiser les choses, on doit calculer le temps de séjour. Donc, le temps de séjour, c'est la durée ou bien la fin d'exécution moins l'instant d'arrivée. Alors, prenons l'exemple du P1. Donc, le P1, c'est la fin d'exécution. La fin d'exécution, c'est 3, moins l'instant d'arrivée, il arrive à 0. Donc, 3 moins 0, c'est 3. Pour le P2, donc, on a la fin d'exécution, donc, elle a finalisé, donc, la fin d'exécution à 15, hein, et l'instant d'arrivée, il a pu arriver à l'instant 2, donc 15 moins 2, c'est 13. On a pour le P3, donc on a la fin d'exécution et la finalisation d'exécution à l'état de 8, ou bien au temps 8, et il a un instant d'arrivée qui est égal à 4, donc 8 moins 4, c'est 4. Pour le P4, c'est la même chose. On a la fin d'exécution, c'est 20, 20 moins l'instant d'arrivée qui est égal à 6, donc c'est 14. P5, la même chose, on prend 10 moins 8 qui est égal à 2. Alors pour calculer la moyenne, il suffit de diviser sur 5 avec la sommation de tous ces temps de séjour associés à chaque processus. Alors j'espère que le temps de séjour est assez clair. Donc c'est pour cela qu'on dessine a priori le diagramme de Gantt et après on calcule. Donc on ne peut pas faire le calcul sans diagramme de Gantt. Le diagramme de Gantt permet de nous faciliter la tâche. Alors ici, pour le temps d'attente CPU, c'est la somme des temps d'attente ou bien la somme des temps à l'état près. Alors si on prend pour le P2 égale à 0. Donc, pourquoi 0? Parce que il n'a pas attendu. Il est arrivé à 0, il s'est exécuté à 0, donc il n'a pas attendu. Ici, pour le P2, selon le diagramme de Gantt, on a combien il a attendu de temps.
Donc, on peut le calculer selon les unités à l'état près. Donc, on a entre 2 et 3 une unité. Hein, et on a pour les unités à l'état près entre 4 et 10, on a 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc 6 plus l'unité entre 2 et 3, donc c'est égal à 7. Donc bien entendu, c'est le temps d'attente est attendu 7. Mais il y a une autre manière pour le calculer, bien sûr. Donc on peut dire que hein, c'est la date de sortie de la file d'attente vers le processeur, c'est 3 pour P2, hein, moins la rentrée vers hein, ou bien la date d'arrivée hein, ici à la file d'attente qui est égale à 2. Donc 3 moins 2, c'est la première unité. Et la deuxième unité ou bien le deuxième cycle où il était dans la file d'attente, la date de sortie de la file d'attente vers le processeur C10 moins la date de rentrée vers la file d'attente qui est égale à 4. Donc on fait la sommation 3 moins 2 plus 10 moins 4, c'est égal à 7. Pour le P3, alors pourquoi c'est 0? Tout simplement parce que ah, il n'a pas attendu, il a pu arriver à 0, hein, et il a commencé son exécution à 0, donc il n'a pas attendu, il n'y a pas de état prêt. Donc on fait de même pour P4 par exemple. Donc P4 c'est la même chose. Donc on a la date hein, de sortie de la file d'attente vers le processeur c'est 15 et on retranche la rentrée à la file d'attente qui est égale à 6. Donc 15 moins 6 c'est égal à 9. Donc pour 5, donc il a pu arriver à l'instant t égale à 8, hein, n'est-ce pas? Donc il a pu arriver, il a commencé son exécution. Alors tout simplement, il n'y a pas donc d'état prêt qui est indiqué dans le diagramme de Gantt, donc c'est égal à 0. Alors la moyenne c'est la même chose, on divise par 5. Alors, passons à la troisième colonne hein, qui correspond au temps de réponse. Alors, le temps de réponse, comment on peut le calculer à travers le diagramme de Gantt associé? Donc, c'est l'instant de début d'exécution moins l'instant d'arrivée. Alors, donc soyez attentifs s'il vous plaît. Donc, l'instant de début d'exécution, donc c'est combien pour P1? Donc c'est 0, moins 0, donc c'est 0. Donc l'instant pour P2, début d'exécution, il a pu commencer son exécution à partir de 3, donc 3. Moins l'instant d'arrivée, il a pu arriver à l'instant de C1. Pour le P3, hein, c'est la même chose. Donc donc il a pu arriver, ou il a pu, comme instant de début d'exécution, c'est 4. Il a pu arriver à 4, donc 4 moins 4, c'est 0. Le P4, directement, hein, ici, c'est l'instant de début d'exécution, c'est à 15, moins l'instant d'arrivée, il a pu arriver à l'instant 6, t égale à 6, c'est égal à 9. Et pour le P5, hein, il a pu arriver à 8, et l'instant de début d'exécution, c'est 8, donc 8 moins 8, c'est 0. Et on divise par 5 pour obtenir la moyenne du temps de réponse. Alors j'espère que j'étais assez clair donc, dans cette explication pour vous concernant le SRTF ou bien Shortest Remaining Time First. Et toujours faites attention sur les temps d'arrivée s'il vous plaît parce que c'est très important. Donc je vous remercie, je vous souhaite bonne révision. C'est avec vous professeur Amida Mohamed. Merci et bon courage.